Cas Pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expériences pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes, d'âge et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique. Bonjour et bienvenue, on se retrouve une nouvelle fois pour un cas pratique avec Philippe Mousseau, cofondateur de Bonjour Patrimoine. L'objectif de ce cas pratique, c'est de mettre en avant un cas concret de clients, investisseurs qui ont eu affaire à nous. Et aujourd'hui, on va parler du coup de Natacha et Jean. Ouais, bonjour Justine. Merci pour ce petit podcast. Allez, c'est parti. Je t'explique la situation et j'ai quand même 2-3 questions qui les concernent, qui je pense vont intéresser nos auditeurs. Donc ce couple, eh bien, c'est un cas qu'on pourrait dire atypique, mais qui le devient de moins en moins. Jean et Natacha ont 47 et 49 ans et ils sont pacsés et ils ont surtout 5 enfants issus d'unions précédentes. Donc des enfants qui ont entre 16 ans et 24 ans, ils en ont encore un à charge. Ils ont aussi plusieurs investissements, de l'immobilier, l'assurance vie, de l'épargne. Ils ont fait des placements qui normalement sont intéressants pour leur avenir, évidemment. Mais du coup, quand on se retrouve face à un couple de clients comme celui-là, comment ça se passe le premier rendez-vous? Yes. Alors, écoute, effectivement, sur le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous qui est pour nous, en tout cas, indispensable pour bien appréhender la situation patrimoniale de nos clients. C'est le point départ. C'est vraiment le T0 de la relation client. On ne pourrait pas adresser des réflexions patrimoniales à un client sans avoir vraiment un état exhaustif de sa situation patrimoniale à l'instant T, ne serait-ce que pour cartographier et inventorier en fait absolument tous les éléments qui constituent le patrimoine. Quand je parle d'éléments qui constituent le patrimoine, on va parler de quoi? On va parler des actifs. Donc le patrimoine constitué, le passif, est-ce qu'il y a de la dette sur ce patrimoine? Et ensuite, tout ce qui concerne les flux, c'est-à-dire les revenus, les charges, etc., etc. Et en fait, un patrimoine, c'est un tout, c'est une agrégation de stock, c'est une agrégation de flux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'étape T0, c'est de recenser, si tu veux, l'intégralité de la situation patrimoniale de nos clients. Voilà. À partir de ça, on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Ok, donc effectivement, première étape, c'est déjà rassembler toutes les infos qu'on a concernant ces investissements et c'est pas forcément une mince affaire, surtout quand on a investi peut-être il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans parfois sur des produits dont auxquels on n'a plus pensé. Je pense qu'on est un peu tous pareils. À un moment donné, eh bien, on laisse couler, on laisse fructifier, je dirais, si on utilise les bons mots. Et donc là, le premier rendez-vous, finalement, c'est déjà de rassembler tout ça pour, du coup, définir, il me semble, les objectifs patrimoniaux. On y revient souvent. Dans un cas comme ça, du coup, qu'est-ce qu'il en ressort avant d'aller sur des préconisations? Il faut d'abord définir ses objectifs, n'est-ce pas? Ouais, tu as raison. Alors, pour être tout à fait exhaustif, le premier rendez-vous, ce qu'on appelle le rendez-vous de découverte, en fait, on s'assoit autour d'une table avec un client pour vraiment avoir un échange qui va être, entre guillemets, la prise d'informations à la volée, très clairement, sur tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, actifs, passifs, flux, etc., etc. Puis aussi définir les objectifs. Alors, je reviens juste sur cette notion de prise à la volée, parce que peut y avoir un vrai travail de paléontologie en fait derrière, comme tu disais, c'est de retrouver en fait les documents qui parfois peuvent être un peu égarés, peuvent être un peu mis de côté, etc., mais qui ont une valeur dans la relation client. Typiquement, contrat d'assurance vie très vieux avec une clause bénéficiaire
très important dans la stratégie patrimoniale. Là, tu nous as parlé d'une situation avec un couple pacsé. Bon, si monsieur a laissé son ancienne et a nommé significativement sur son, je caricature mon propos, mais a nommé significativement sur son contrat d'assurance vie sa maîtresse, bon, et qu'il oublie qu'il décède, bah, finalement, c'est sa maîtresse de l'époque, peut-être, qui va recevoir les capitaux. Donc, bon, il est très important de vraiment cartographier Ah oui, ça à peut plat créer des situations ouais, compliquées. et vraiment, voilà, mais c'est 100% dans notre 100% dans notre spectre de mettre à plat et de dire, bah, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas, mais voilà, allons chercher des informations. Ensuite, donc ça c'est pour rebondir, c'est un travail que fait le client, que peut faire le client entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2. Parce que de tête comme ça, on n'a pas forcément tout, puis il Bien n'y a pas sûr. forcément des choses qui se disent, et puis bref. Donc on récupère, en fait, on envoie à la fin du rendez-vous 1, le rendez-vous découverte, une liste de documents indispensables à nous fournir, pour le coup, voilà, pour pouvoir être exhaustif dans notre travail. Parce qu'on ne peut pas conseiller correctement si on n'a pas la preuve de ce qui est en place. Voilà, Bien aussi, sûr. on engage un petit peu notre responsabilité dans le conseil, accessoirement, donc c'est quand même très important. Voilà. Ensuite, la deuxième partie du rendez-vous de découverte, c'est de faire le point avec le client sur les objectifs patrimoniaux. Pourquoi les gens sont venus nous voir Bon, ça, on ne le sait pas forcément. Ça peut être par recommandation. Ah, on a rencontré quelqu'un de bien, etc., etc. Bon, et dans ce cas-là, on se dit super, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Ça va être de co-construire, pourquoi pas, le cas échéant, vos objectifs, de poser des questions. Il y a une question que j'aime bien me poser pour ouvrir le débat, entre guillemets, ouvrir un peu les chakras. Ça a le mérite de faire rire 90% des clients. C'est dans le meilleur des mondes, pour vous, qu'est-ce que vous voudrez faire de votre vie voilà. Et là, C'est pas ça facile. ouvre bien sûr, c'est pas facile d'y répondre, puis ça ouvre le champ des possibles, ça ouvre les chakras. Bon, après, on resserre effectivement sur des objectifs plus classiques de défiscalisation, transmission, revenus complémentaires, retraite, etc., etc. Mais au moins, ça a le mérite d'ouvrir parce qu'en fait, souvent, c'est la première réflexion par rapport à ça. Dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que vous voudriez pour votre patrimoine? Qu'est-ce que vous voudriez pour vous? Histoire de se mettre de côté toutes les bornes et vraiment de se dire, OK, ma vie, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine, j'ai en face de moi un professionnel qui va m'aider justement à réaliser mes objectifs. Donc, c'est le moment. Allons-y. Voilà. Ça, c'est vraiment un gros travail qu'on fait en rendez-vous 1 de définition et de co-construction des objectifs de vie, en fait, des objectifs patrimoniaux de nos clients. Oui. Oui, parce que finalement, c'est aussi l'opportunité de montrer au client qu'il doit se projeter à long terme, puisqu'aujourd'hui, l'investissement de manière générale, une stratégie patrimoniale, ça se fait sur le long terme. C'est aussi des informations qu'on essaie de transmettre aux investisseurs de manière générale. Très clair. On ne peut pas. Objectif court terme, ça peut être des objectifs, moyen terme, long terme, mais c'est très important, en plus des objectifs, de définir l'horizon de temps. Okay. Et en fonction de ça, d'y mettre des moyens. Voilà, parce que, alors, il y a des moyens que les clients vont nous donner, très clairement. Voilà, est-ce que vous avez une capacité d'épargne? Oui. Est-ce que, quand on pose la question ouvertement, c'est simplement traduite, plus simplement, c'est est-ce que vous êtes prêt à mettre un peu d'argent tous les mois de côté pour réaliser vos objectifs? Oui, non. Bon. Si oui, combien? Ça, après, soit on a la réponse directement parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui est un petit peu affûté sur ce sujet-là. Sinon, c'est peut-être on va travailler à ce moment-là plutôt sur le budget, c'est-à-dire que vous avez plein de revenus, vous avez plein de charges, vous avez un train de vie aussi, bien sûr, à financer. Bien Et sûr, au-delà, la différence entre tout ça, c'est l'épargne qui retombe et que vous investissez sans vous en rendre compte tous les mois sur des livrets parce que vos livrets ils gonflent, etc., etc. Alors peut-être que dans ces cas-là, il y a un petit peu mieux à faire et c'est un petit peu ce qui s'était passé pour le cas de ces clients-là. Voilà, de travailler un petit peu sur la notion de capacité d'épargne. Ensuite, effectivement, il y a les moyens. Donc voilà, cette question de la capacité d'épargne, soit qu'on décèle, entre guillemets, soit que le client connaît, très clairement. Ou aussi, il y a la situation de cash derrière qui peut arriver pour plein de raisons. Typiquement, dans ce cas-là, monsieur reçoit effectivement une succession en parallèle. Donc, il y a un petit sujet de trésorerie nouvelle dans le patrimoine qu'il faut traiter. Effectivement. Et du coup, pour Jean et Natacha qui approchent la cinquantaine, qui ont une union récente, le Pacs a été fait en 2021, donc c'est tout frais. Quels ont été les objectifs que tu as pu identifier avec eux, du coup, lors du second rendez-vous? Alors, sur ce dossier-là, le gros travail qu'on a eu à faire, effectivement, alors il y avait une problématique sur la retraite. Il y avait une problématique un petit peu aussi sur l'équilibre, parce que madame est propriétaire de la résidence principale où vivent les deux. Ah oui, tous les deux, d'accord. Oui. Ouais, pour les coups,
pour le coup, pardon, sachant que il était envisagé effectivement d'y faire des travaux, que pour le coup, monsieur n'avait pas d'endettement parce que c'est une résidence principale qui avait été financée à crédit 100% par madame, que du coup, le revenu qui était pris en compte, effectivement, c'était les revenus de madame, qu'ils anticipent de faire des travaux sur la résidence principale, que dans ce cas-là, monsieur a une capacité d'endettement parce que, pour le coup, lui, il n'a pas de Oui, crédit sur il le n'a pas dos. cette contrainte, Voilà. effectivement. Qu'en plus de ça, il reçoit effectivement un héritage. Donc voilà, la question c'est, ok, et c'est, pour avoir vu, entre guillemets, un peu la situation aussi dans un cercle familial assez proche, comme tu disais tout à l'heure en introduction, c'est vraiment des sujets qu'on voit, c'est-à-dire que, ok, il y en a un des deux qui est propriétaire, ils sont paxés mariés, pas mariés, mais en tout Et cas, et oui. comment on finance, Comment ils vivent l'autre, aujourd'hui? entre Et oui. guillemets, va financer une amélioration du bien. Voilà, parce que en théorie, tout simplement, on va faire un peu, on va revenir sur nos premières années de droit à la fac, on s'assoit sur le banc de l'école, et là, il y a quelque chose que tout juriste du patrimoine connaît, c'est la théorie de l'accession. Voilà. C'est-à-dire que tu es propriétaire d'un terrain, celui qui fait construire sur le terrain, enfin celui qui est propriétaire, peu importe, pardon, je vais faire la phrase dans le bon sens, mais peu importe entre guillemets qui construit sur le terrain, le propriétaire sera celui à qui appartient le terrain. Voilà. Donc si madame a un terrain, monsieur construit dessus, la maison appartient à madame. Voilà. Ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que si le bien appartient à madame, si monsieur finance et rajoute un étage ou fait construire notre maison, etc., c'est un bien qui appartiendra à madame, malgré le financement de l'autre. Donc c'est un peu problématique dans les relations de couple. On peut imaginer des tensions le soir Bien au sûr. dîner ou sur l'oreiller, peu importe, mais voilà. Et donc à ce moment-là, et on peut mettre en place certains garde-fous par rapport à ça. Il y a un mécanisme qui est assez peu utilisé, mais qu'on met en avant quand même dans certains cas. Alors il faut savoir que en l'occurrence, ce dossier-là nous a été effectivement apporté par un ami notaire qui, en amont, entre guillemets, pour un petit peu résoudre et ouvrir les chakras des clients sur cette problématique-là, leur avait recommandé aussi, bien sûr, de réaliser en fait une donation, que madame réalise une donation à la hauteur de son abattement, parce qu'il faut savoir que les partenaires de Pax ont un abattement, comme les D'accord. conjoints, à hauteur de 80 000 euros à peu près. Donc, elle peut transmettre gratuitement à son partenaire, pour le coup, de l'ordre de 80 000 euros. Ça veut dire que monsieur, en fait, il va se retrouver propriétaire d'une quote-part à hauteur de 80 000 euros. Alors, pourquoi 80 000 euros? Parce que c'est à hauteur de l'abattement entre partenaire de Pax ou conjoint exonéré. On ne va pas rajouter de la fiscalité D'accord. sur cette Bien sûr. préconisation, pas trop cohérent. Et monsieur, du coup, proportionnellement parlant, alors ici, le bien valait de l'ordre de 250 000, 300 000 euros, va se retrouver, entre guillemets, propriétaire de l'ordre de 30% à peu près du bien, Du bien. et ce qui correspond un petit peu au montant des travaux. Donc, on retrouve, entre guillemets, une justification à la fois économique et à la fois juridique de cette préconisation. Voilà. Et on Donc, c'est retrouve un petit peu ça. en plus, monsieur et madame se retrouvent réconciliés vis-à-vis de cette situation qui peut effectivement être gênante à certains moments. 100%. Donc ça, c'était vraiment un de leurs premiers sujets. C'était voilà, quoi faire de cette Ouais. situation un peu délicate, qui quand même fait sens. Les autres objectifs, c'était ils n'avaient rien construit ensemble, donc ils voulaient construire un patrimoine commun. Ils voulaient aussi effectivement, pourquoi pas, partir ailleurs, finir leur vieux jour entre guillemets, donc essayer d'épargner un maximum tant qu'ils avaient effectivement une capacité, notamment que monsieur madame avait encore une petite capacité d'épargne d'endettement, et monsieur a une plus grosse capacité d'épargne d'endettement. Donc, essayer Ouais, il y a effectivement vraiment des moyens. de capitaliser effectivement pour envisager un projet futur immobilier de déménagement pour les vieux jours. Et puis ensuite, oui, naturellement, essayer de réfléchir à préparer la retraite. Voilà. C'est un vrai gros sujet, quoi. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'était les objectifs. En face de ça, les moyens. En fait, les moyens, je vais rebondir un peu sur ce que tu me disais au tout début de notre entretien. Euh, Tu me disais, ouais, comment on analyse, comment on Et sélectionne, oui. de quoi ça part, etc., etc. En fait, moi, je te disais, oui, soit on a du cash, soit on a une capacité d'épargne. Il y a aussi, effectivement, une transformation, pourquoi pas, du patrimoine existant. Alors attention, bien sûr, à ne pas remettre en cause des avantages fiscaux acquis, ça c'est très important Oui. Mm. pour le coup, mais voilà, dans ce cas-là, on avait beaucoup de liquidités, pardon, issues de livret A, livret de développement durable, placement X ou Y type PEL, machin, qui Oui. n'a franchement pas trop de sens dans leur patrimoine.
parce que voilà, ils avaient les livrets pleins. Bon, compte tenu des revenus, il faut savoir que les liquidités à vue pour être à l'aise, c'est entre 3 à 6 mois de salaire. Là, on explosait largement. Donc, c'était pas cohérent pour le coup. Donc, on a pu essayer de recontextualiser un petit peu leur liquidité à vue, voilà, pour limiter vraiment à ce dont ils avaient besoin. Ça sert à rien de mettre sur des solutions qui rapportent rien beaucoup, donc de rester en On est d'accord. cash pour le coup. Et ensuite, de réfléchir si c'était intéressant de sortir des PEL ou quoi, parce que pour le coup, c'était pas dans leur situation, c'était pas 100% cohérent. Voilà, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié dans leur patrimoine ce qui pouvait être cohérent de sortir. En plus de ça, bien sûr, il y avait la somme d'argent que monsieur allait recevoir de par la succession à recevoir. Donc, voilà, il y avait quand même des sujets et les moyens, c'était effectivement de l'ordre de 40-50 000 euros de liquidité qu'on a réussi à réorganiser de leur patrimoine existant, de l'ordre de 60 000 euros de cash issu Ouais. de la succession, puis après, pas loin de 600 euros de capacité d'épargne mensuelle ensemble. Voilà, donc ça fait 200 Oui, donc c'est euros pas en mal, gros pour effectivement. madame et 400 euros pour monsieur. Donc voilà, et avec ça, entre guillemets, c'était nos data pour que nous, on puisse analyser et projeter. Derrière, très important, la projection, pour le coup, de ce qui était possible de faire. Et là, on raisonnait en projection purement mathématique. C'est-à-dire que 600 euros par mois pendant l'horizon de placement qui est de 15 ans, voilà à quoi on Bien peut sûr. prétendre, raisonnablement avec un rendement de 3 à 4%, toute nature, du cash positionné plus tard. Et en fait, on a profité du temps de vie qui est aujourd'hui. Les moyens, c'est ça. Le cash disponible issu de transformation patrimoniale du patrimoine existant ou d'apport de new cash, c'est ça. Eh bien, projetons ça sur les 15 prochaines années. Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour leur retraite, pour le cas échéant en amont, on avait coupé un peu plus tôt à 10 ans, de se dire, voilà, si jamais vous voulez, entre guillemets, partir pour vos vieux jours avant, Oui, entre avant. la récupération de la vente de la résidence principale et ça, combien on peut espérer avoir pour racheter, etc., etc. Donc après, on modélise, en fait, si tu veux, beaucoup d'éléments pour arriver à visualiser des objectifs, tout simplement. Donc, c'est des conjectures finalement après qui vont évidemment dépendre de leurs choix et de leurs envies, et en tenant compte des aléas possibles, puisque en tant que conseiller, forcément, tu vas indiquer un peu les problématiques qui peuvent survenir, la perte de mobilité, la perte de l'emploi qui arrive parfois à des moments qu'on Bien n'avait pas sûr. prévus. Donc, la modélisation, ce dont tu parles, vraiment permet d'anticiper un peu, pas tous les cas, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir, mais en tout cas, les cas les plus communs et ceux qui arrivent le plus souvent. C'est ça, 100%. 100%. Ok. Voilà. Et après, voilà un petit peu là où on en était. Donc après, peut-être on va aborder ce qu'on a mis en place, mais enfin ce qu'on est en train de mettre en place d'ailleurs, parce que c'est un dossier qui est Oui, c'est un dossier plutôt récent, récent. effectivement. Mais finalement, ce qui est intéressant, si on reprend un peu le fil de l'accompagnement qu'il y a eu sur ce cas, hein, qui est, comme on disait, récent, donc non seulement tu leur as permis finalement de faire un état des lieux de ce qu'ils avaient, sans trop savoir, OK, ils avaient de l'argent, des investissements, ils ne se sont pacsés. Bon, il y a eu quelques événements importants faits concernant leur patrimoine. Donc, un état des lieux. Tu as pu repérer avec eux et identifier au moins une problématique concrète. C'est en gros, monsieur habite chez madame qui est propriétaire de son bien. Donc lui, finalement, il est un peu touriste ici. Du coup, par rapport notamment à son héritage, tu as pu aussi régler cette problématique de j'habite chez toi, mais maintenant j'habite chez nous. On habite chez nous. Donc, permis de régler ce problème-là. Et en plus de réattribuer les actifs qu'ils avaient en leur possession, qui justement, vivotaient, hein, c'est un peu le terme. Et en plus encore de ça, tu es allé chercher des préconisations par rapport justement à cette capacité d'épargne notamment et à cet avenir qui s'offre à eux en fonction de leur levier. Du coup, est-ce qu'on peut parler de ces fameuses préconisations? Alors peut-être pas dans le détail précis, mais quand même, je sais que tu as prévu des choses assez précises. Est-ce que on peut en parler? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Euh, Voilà, c'est effectivement. Après, c'est important de mettre aussi en perspective par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ce qui est qui est tout à fait juste, c'est d'aller chercher un petit peu après, avant de plaquer une préconisation, parce qu'on a quand même on a une part technique hein, dans notre métier, comme on a pu le voir, puis on a aussi une part humaine et on a une part de bon sens et puis de bonne préconisation qui doit coller à la peau, entre guillemets, de la personne. Donc, on va rajouter un aspect un peu humain. Derrière, il y a pas mal de questions qu'on pose, en tout cas de feeling qu'on ressent, ou etc., au fur et à mesure. Alors, on pourrait parler de profil investisseur, c'est effectivement le plus facile à accéder.
de profil investisseur, version risque, qu'est-ce que vous voulez comme placement, entre guillemets, par rapport au risque que vous êtes prêt à supporter, etc. Donc, bien sûr, on fait passer en parallèle, avant de définir des préconisations, ce genre de questionnaire. Réglementairement, c'est indispensable, bien entendu, puis c'est aussi super important pour bien connaître la personne qu'on a ou les clients qu'on a en face de nous. Et après, il y a quand même des choses dans ces questionnaires-là qu'on n'a pas, qu'il faut aller chercher. C'est je dirais, l'affinité des clients, des personnes avec la solution d'investissement qu'on peut préconiser, en tout cas des questions qu'on pose, typiquement. C'est-à-dire, ouais. C'est-à-dire que, est-ce que typiquement, OK, pour aller chercher des revenus complémentaires à terme, je posais une question très simple. Pour aller chercher des revenus complémentaires à terme, il n'y a pas 50 moyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de s'endetter? Essentiellement l'acquisition d'un bien immobilier, sous quelque forme que ce soit, entre guillemets. Mais une des questions qui revient très vite, c'est est-ce que j'ai envie de m'emmerder, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais avec la gestion, le turnover des locataires, C'est etc. vrai. Donc tout ça, les frais qui entourent, parce que bon, il y a des personnes qui ont l'affinité, entre guillemets, de dire oui, moi je vais aller chercher le super bien, que j'achète pas cher, je vais y mettre un petit peu de ma touche personnelle, j'ai envie de faire des travaux, donc il va mettre un petit budget de travaux, il va faire des travaux, puis bon, il se sent de s'en occuper en gestion lui-même, parce Oui, que ça il y peut a être peu de un projet, temps, ouais, parce oui. que voilà, c'est Ça un autre plaît à projet. certains, Dans c'est sûr. ce cas-là, pas de souci. Nous, entre guillemets, notre préconisation peut aller jusqu'à chercher le bien, travailler en correspondance avec des agents immobiliers aussi pour trouver des petites opportunités, etc., etc. Puis, il y a des gens qui disent non, j'ai pas du tout envie de m'embêter. Voilà, moi, je veux bien faire des trucs pour mon patrimoine, mais j'ai pas envie de m'en occuper toute ma vie, tous mes week-ends, gérer les locataires, les travaux, les machins. Ça, c'est hors de question. Mais en fait, tout ça, c'est du feeling qu'on a, nous, au fur et à mesure des rendez-vous. Donc, du coup, ça nous aide, entre guillemets, à affiner nos préconisations. Pour rebondir par rapport à ça, très clairement, sur ces clients-là qui n'avaient pas du tout envie de s'embêter sur la partie gestion, parce que plein d'autres choses à faire, puis ils ont envie de profiter de la vie, etc., etc., on s'est assez vite, au final, orienté vers la préconisation de part de SCPI, voilà, à crédit. C'est-à-dire que, voilà, on fait un investissement. Alors, on a ciblé de l'ordre de 70 à 90 000 €. On n'est pas encore tout à fait calé. Soit on met un peu d'apport, soit on ne met pas d'apport. Mais par rapport à leur capacité d'épargne, c'était cohérent. Voilà, de mobiliser une partie de leur capacité d'épargne pour souscrire des SCPI à crédit. Ça permet quoi? Alors, les SCPI, c'est quoi déjà? C'est des sociétés civiles de placement en immobilier. En gros, c'est un véhicule collectif d'investissement qui va investir en immobilier. Alors, très souvent, on dit les SCPI, c'est de l'immobilier de bureau, etc., etc. Donc voilà, c'est pas que l'immobilier de bureau. Il y a plein de types de SCPI différentes. Et pour ces raisons-là, en fait, on peut diversifier. C'est-à-dire que même pour un petit ticket entre guillemets de 70-90 000 €, on peut faire plusieurs SCPI, c'est-à-dire aller chercher plusieurs classes d'actifs, du bureau, peut-être de la santé, peut-être du mur de magasin, des centres commerciaux, etc., etc., ou de l'étranger, si on aime les SCPI étrangères, parce que la fiscalité est un petit peu différente. Bref, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, pour un ticket de 90 000 €, on peut se retrouver à faire 2, 3 SCPI, voire 4 SCPI différentes. Là où, pour 90 000 €, on va acheter un studio, placé dans un endroit, etc. Donc, en termes de diversification patrimoniale, c'est pas terrible. Mais voilà, donc la SCPI, c'est un vrai gros véhicule d'investissement sympa qui permet de diversifier beaucoup son patrimoine, qui permet de mutualiser le risque, de diversifier la gestion géographique, de diversifier la gestion de classe d'actifs derrière, et puis surtout de ne pas s'embêter parce que vous avez des loyers qui tombent trimestriellement. Pour rembourser le crédit, c'est très bien. On ne va pas s'embêter. Est-ce que c'est loué ou pas? Le loyer sera le même, plus ou moins. Mais à grande échelle de la SCPI, compte tenu du nombre d'immeubles qui peuvent être très importants, genre 100, 150, 200 immeubles, bon, voilà, il faut savoir que la plus grosse SCPI du marché, c'est quasiment 5 milliards de capitalisation. Donc, ça fait quelques immeubles, pas loin de 400 immeubles. Donc, on si se vous sent moins achetez, seul. si tu achètes une part de SCPI, alors je ne sais pas si c'est une part le minimum, on va dire 10 000 € de cette SCPI-là, en fait, ton rendement, il sera mutualisé sur 400 immeubles différents. Bon, donc ton risque, il est quand même assez limité. Et c'est tout à fait ce qu'on peut faire avec ce genre de véhicule d'investissement. Donc, c'est très bien. On le fait à crédit. On fait un levier donc patrimonial avec des revenus qui tombent trimestriellement de façon régulière avec une certaine, je ne vais pas dire sécurité parce qu'il ne faut pas abuser, mais une certaine régularité, une certaine tranquillité d'esprit et une certaine régularité, tout simplement. Mais voilà, ça justement, permet. oui, pardon, vas-y. Non, je dis, c'est une très bonne solution d'investissement pour développer le patrimoine avec un effet de levier et bénéficier, une fois que le crédit est remboursé, de revenus complémentaires pour la retraite. Mais alors justement, j'ai l'impression que tu me proposes que tu parles d'un produit qui n'a que des qualités. Comme tous les produits, ils ont des inconvénients. Est-ce qu'on peut quand même les évoquer pour
même s'ils sont minimes? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'un des gros inconvénients, et encore sur les SCPI, ça peut être les frais qui sont effectivement, qui sont, allez, on va dire compris entre 8 à 12% entre Mmh. guillemets. Donc c'est pas, ça paraît comme ça pas mal, mais en fait, quand on met le rapport, vous achetez un bien immobilier, bah, vous avez 7,5 de frais de notaire, Mmh enfin qui ne mh. sont pas des frais de notaire, hein, au passage, parce que je sais que les amis notaires, quand je parle de frais de notaire, ils ont les cheveux qui s'hérissent et c'est pas que des frais de notaire parce que ça va pas dans la Oui, poche du c'est notaire, ou vrai, si ça va dans la poche du notaire, ça repart à l'État instantanément, donc c'est clairement. pas la Mmh. rémunération du notaire, attention à ça. Euh, mais, mais voilà, donc c'est vraiment ça. Faut le mettre en perspective derrière. Et le gros avantage, donc comment transformer un avantage en inconvénient, un inconvénient en avantage, pardon, c'est que c'est C'est des mieux dans frais ce sens. ouais, des frais qui sont pris à la sortie. C'est-à-dire qu'une SCPI, historiquement, ça se revalorise. Ça se revalorise de l'ordre Mmh. de 0,5, 1% par an. Une SCPI, c'est D'accord, par nature un placement plutôt au père de famille, à long terme, comme tout placement immobilier. Donc, en fait, si vous les conservez un certain temps et que vous ne revendez pas vos parts, vous ne payez jamais les frais d'entrée. Voilà. Donc, d'accord. attention à ça, il faut l'avoir à l'esprit. Mmh. Et c'est des frais d'entrée qui sont pris à l'entrée, justement, pour permettre à la société de gestion d'avoir un Relent, entre guillemets, Bien sûr. Mmh. de frais pour faire tourner la SCPI, faire tourner le parc immobilier, etc. Juste pour la petite anecdote, cette fameuse grosse SCPI dont je parlais, Oui, que je ne nommerai pas pour le coup, non. mais cette grosse SCPI représente 5 milliards, il faut savoir qu'elle a fait tourner son patrimoine de 50%, c'est-à-dire que sur les 5 dernières années, ce qui est Ah absolument oui, énorme. un Okay, turnover, ouais. voilà, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 200 immeubles en transaction sur les 5 dernières années. Pour les clients investisseurs sur cette SCPI-là, c'était totalement ni vu ni connu. Le rendement n'a pas bougé, rien n'a bougé. Voilà, donc Ouais, c'était transparent, ils c'est ont rien vu venir, tout à enfin, fait. ils ont rien eu à gérer et pour eux, c'était, tout d'ailleurs tout ce qu'ils exigent puisque quand on investit là-dedans, justement, on est, je dirais tranquille, on ne gère rien. C'était ce que tu disais dans les nombreux avantages de la SCPI à crédit. Ouais. Enfin, Voilà. la SCPI en Voilà. général. OK. Bon, des inconvénients. Voilà. Après, le rendement est plutôt sympa parce que généralement, bon, en fonction des SCPI de marché, c'est entre 4 à 5, voire 6% par an. C'est pas un rendement qui est garanti, mais pour le coup, Mmh. c'est un rendement qui est régulier. Il y a une fiscalité qui est la fiscalité des revenus fonciers. Mais voilà, c'est au même titre que la fiscalité que si vous louez un bien en direct. Donc Et pour le oui, coup, oui, il y a pas de grosse surprise, quoi. et puis c'est toujours mieux qu'un livret A qui, soit est plein, soit ne rapporte que 3 à date où on parle. On est toujours sur un produit beaucoup plus avantageux et qui permet de diversifier, justement le patrimoine qui dort. Ouais, alors c'est une bonne comparaison et je rebondis sur ce que tu nous dis, Ouais. là-dessus, c'est que attention, on ne peut pas investir à crédit pour investir dans le livret A. Donc Ah clairement. on compare pas des choux et des carottes, en C'est fait, vrai. pour le coup. Mmh. Voilà, là, il faut vraiment le comparer avec un investissement immobilier, classique parce que, voilà, tu peux pas, sauf à percer en cash pour le coup, mais sur des parts de SCPI, oui. Mais là, la stratégie du client, c'est vraiment d'utiliser la capacité d'épargne pour ça. Mmh. OK, c'est très clair. Voilà. Hem, donc après, Et on pour était ouais, sur tu des avais d'autres précos, il me ouais. semble, effectivement, parce que il y avait pas mal de possibilités comme tu l'évoquais en début de ce podcast. Ouais, ouais, après effectivement, monsieur avait un PER, souscrit à sa banque. Bon, bah, je veux pas me mettre les banquiers à dos, mais, Non. bon, la valeur ajoutée du PER, de la banque du client, que je ne nommerai pas non plus. Bon, on a fait un comparatif avec nos outils, ouh là là, c'est-à-dire Ouais, que c'est un peu comme, voilà, je caricature mon propos, mais, j'aime bien les 2 chevaux, mais c'est comme si, à budget «équivalent» entre guillemets, on vous offre la possibilité de rouler en Ferrari ou en 2 chevaux. Bon, certains préféreront rouler en 2 chevaux, d'autres en Ferrari, mais plutôt ouais, pour les des questions de concept. Mais si vous avez besoin pour vos placements financiers, il vaut quand même mieux être en Ferrari. Donc on bref, est d'accord. voilà. Donc il y a des possibilités de transférer. C'est important parce qu'on ne va pas casser l'enveloppe fiscale. Le PER, c'est une solution d'épargne retraite issue de la loi Pacte en 2019 qui offre la possibilité d'être transféré très facilement, pour le coup, d'une compagnie d'assurance à une autre, sans perte Donc pas des de avantages contrainte, fiscaux du coup. acquis, etc., sans contrainte. Exactement. Donc on a simplement préconisé aux clients de dire, bah, voilà, vous avez un contrat qui est pourri, disons les choses Ouais, clairement. changer. Mmh. Voilà, je vous propose de le transférer vers 1, 2 ou 3 contrats qui sont bien mieux. Quel contrat sera le plus adapté pour vous? Vers quoi allons-nous? Et basta. Notre préconisation, elle s'est arrêtée là. Puis en plus, on peut l'intégrer dans une vraie stratégie patrimoniale avec une bonne gestion, des bons supports. On a remis en place des versements programmés qui permettent de défiscaliser au passage, enfin de défiscaliser, Oui, de réduire le revenu imposable pour bénéficier d'une réduction d'impôt. Donc voilà, il y avait une vraie stratégie derrière qui était
qui est 100% cohérente sur ce transfert. Et puis après, on a été chercher quoi? Après, on a été chercher effectivement des préconisations alors, classiques, hein, plus contrat d'assurance vie. Pourquoi? Parce que effectivement, ils ne sont pas mariés, ok, mais ils sont Oui, pactés. Donc c'est quand même intéressant d'utiliser entre guillemets l'enveloppe fiscale assurance vie pour le partenaire de Pacs aussi, hein, bien sûr, par rapport à ça. Donc voilà, avec une clause bénéficiaire croisée, monsieur transmet à madame, madame transmet à monsieur, etc. En faisant attention parce que oui, tout le monde est tu le disais. protégé. Ouais, puis il faut faire attention à cette notion de prime manifestement exagérée, pour le coup, parce qu'il y avait quand même des enfants d'un premier lit. Oui, ils Donc sont attention 5. ouais, attention, voilà, effectivement, ils sont 5, 3 d'un côté, 2 de l'autre. Il fallait quand même rester cohérent par rapport à ça et C'est faire sûr. attention que les héritiers ne soient pas lésés parce que tout le patrimoine part en assurance vie. Mm. Et il y Ça a arrive quand même souvent. ouais, et puis il y a des garde-fous par rapport à ça. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est des situations complexes qu'on voit plus ou moins, enfin souvent qu'on voit en tout cas. Voilà, faut être attentif par rapport à ça, tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai une petite question sur la fameuse clause bénéficiaire, hein. C'est des mots toujours un peu techniques, hein, même pour le commun des gens. Cette clause bénéficiaire, donc, elle permet d'identifier précisément la personne qui euh, réceptionnera, gagnera finalement les sous en cas de décès. Est-ce que ça peut être n'importe qui? Est-ce qu'on peut Oui. désigner son chat, un La notion de ami? personnalité des animaux est très compliquée. Personnalité juridique des animaux. Alors, j'ai fait l'école buissonnière sur les premières années de Ah, bravo. sur les premières années de droit, pas à ce sujet-là. Non, je rigole. J'étais là, mais non, les animaux n'ont pas la personnalité juridique. Non. D'accord, mais du coup, un Par contre, ami, tu peux l'ami d'un désigner ami, tout le monde. voilà. Voilà. Alors, en vrai, si on regarde le code des assurances, il faut faire très attention à ça. Je crois que tu ne peux pas désigner ton médecin de famille, je crois. C'est pas possible. Enfin, D'accord. le médecin qui va t'accompagner en fin de vie, pardon. Oui, ce qui paraît peut-être un peu logique si Il y a on quelques. imagine le côté un Ouais. peu mauvais de certaines personnes. Bon, voilà. Tout à fait. Par exemple, nous, je ne pense pas qu'on puisse être bénéficiaire Ouais. des contrats d'assurance vie de nos clients. Voilà. Ouais, Voilà. ce qui paraît toujours dans la Bref. même catégorie, il y a Donc, des dans abus l'absolu, potentiels. oui, sauf quelques exceptions, entre guillemets, Mais par justifié, rapport à ça, tout j'imagine. simplement. Ok. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je pense on a fait le tour des préconisations et de ce fameux cas client qui continue d'être accompagné, hein, puisqu'on est dans la troisième phase, du coup, si on en est déjà aux préconisations. Si on en revient, on prend un petit peu de recul sur l'accompagnement d'un client. Il y a le bilan, évidemment, enfin le rendez-vous de découverte, pardon, où justement on fait le bilan, l'état des lieux, l'inventaire de tout ce qu'on a. Ensuite, les fameux objectifs en fonction de ce que pensent les clients, mais évidemment en fonction de ce que toi tu vois de par ton expérience par rapport à des gens dans cette situation-là. Et enfin, viennent évidemment les préconisations qui viennent évidemment toujours, je dirais, s'adapter au profil de l'investisseur et donc du couple investisseur. À partir de là, c'est quoi la phase d'après? Il y a encore une, voire peut-être deux étapes même, il me semble, si on parle de l'accompagnement sur le long terme. Oui, là, on a défini les préconisations. Après, nous, ce qu'on fait, c'est que là, c'est une ébauche. En fait, on va co-construire avec le client le plan de Mhm, préconisation. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pas cohérent? Ce qu'on ajuste. Alors, typiquement, pour ce dossier-là, on a fait un premier point. Les clients ont digéré les simulations qu'on avait faites, mhm, etc. Ils sont revenus vers moi. Est-ce qu'on peut ajuster ça? On voudrait faire ça. Est-ce qu'on pourrait regarder ça? Donc, on a ajusté un peu le montant de l'apport. On a ajusté un peu le montant sur les différents mhm. projets parce que un sujet qu'on n'a pas trop adressé, nous, c'est typiquement combien ça coûte, entre guillemets, en termes enfin, combien ça coûte, quel est le flux que tu vas injecter Oui, plus exactement sur ton investissement de SCPI à crédit, quel est le flux que tu vas injecter pardon, sur tes versions programmées en assurance vie, etc., et sur tes PER, etc. Voilà. oui, il y a Ça, quelques en calculs fait, à affiner. Mm. ouais, il y a quelques calculs à affiner. Finalement, nous, on était partis sur 70 000 euros de préconisation en assurance vie. Finalement, on va faire 90 000, puis on va mettre un peu plus d'apport Mm. dans le projet pour plutôt appuyer sur l'accélérateur du revenu complémentaire à terme. Donc, on a été plutôt chercher ça. Alors, voilà, donc on a affiné la stratégie patrimoniale. Donc, voilà. Après, il y a l'étape pour te répondre très précisément de mise en place. C'est Oui. deux rendez-vous de mise en place où on signe les documents. Après, il faut le temps que, là, typiquement, il faut monter le dossier de crédit, etc. Donc, notre accompagnement, il se fait vraiment globalement. Il faut savoir qu'une stratégie patrimoniale, là, c'est un dossier, plus exactement, je ne sais plus quand est-ce que les clients sont rentrés vers nous, mais sont revenus vers nous. Mais en gros, je dirais, c'est un dossier de début d'année, février, tu vois, on a validé en mars.
Ensuite, on est en avril. Là, on va se voir pour mettre en place les éléments. Donc, tu vois, c'est un dossier qui prend le temps. Ouais, ça On prend va monter quelques le temps, dossier c'est de normal. crédit. Donc, pour eux, très clairement, il y aura rien qui va rouler fondamentalement avant fin d'année, début d'année prochaine. Voilà. Et après, ça sera en roue libre, entre guillemets. On pilotera, Oui, bien sûr, après ça on tourne. suivra la stratégie patrimoniale, ça, c'est évident. Mais voilà, tout sera lancé. Il aura fallu, allez, on va dire 6-8 mois pour tout mettre en place. Attention, je précise, c'est quand même parce qu'on a une solution d'investissement à crédit. Donc, c'est Oui, toujours beaucoup plus long que si on met, bonjour, je vais mettre 300 000 € en cash bien tout de sûr. suite. Bon, il faut quand même qu'on prenne le temps pour savoir où on le met, comment, etc. Mais c'est quand même plus long quand on fait appel aux banques, encore une fois. Voilà. Donc voilà, un petit peu pour Ok, dire très bien. ça. Et puis après, notre suivi dans le temps, c'est très important de le dire. C'est quoi? C'est aussi tout simplement de se dire, voilà, tous les ans, on fait un point de passage, la SCPI, on en est où? On peut accompagner à faire la déclaration de revenus aussi. Voilà, on peut. Et Oui. bien sûr, c'est du pilotage d'opportunités en qu'est-ce qu'on a mis en place dans les contrats d'assurance vie en termes de support financier. Est-ce qu'il y a lieu d'échanger ou pas par rapport à l'environnement macroéconomique? Enfin, derrière, c'est un vrai pilotage patrimonial global pour le coup, qui doit être fait et qui doit s'assurer que la stratégie patrimoniale dans le temps colle toujours aux objectifs des clients. Ça, c'est indispensable. Et puis, voilà, et puis surtout, s'assurer que ce soit cohérent. Et comme je le dis souvent, une bonne stratégie patrimoniale n'est bonne que quand elle est débouclée, parce que sinon, c'est qu'un agrégat de flux entrants et sortants Bien en cours de sûr. route. Ça n'a pas trop de sens de tirer des conclusions plus tôt. On ne peut juste que entre guillemets, s'approprier les petites variables et les mesurer, tout simplement. Ok, très bien. Eh bien, écoute, pour moi, c'est clair pour ce cas pratique concernant Jean et Natacha, bientôt cinquantenaires, fraîchement pacsés. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce que tu voudrais ajouter une information supplémentaire sur ce cas? Non, après pour le travail qu'on a pu réaliser pour ces clients-là, le montant des honoraires effectivement qu'on a pu prendre, c'est quand même un sujet Oui. qui peut intéresser nos auditeurs, voilà, était aux alentours de 600 € TTC. Donc voilà, pour tout ce travail-là d'analyse derrière et de compréhension, d'affinage, sachant qu'entre l'analyse du dossier, les rendez-vous, etc., la sélection des produits, etc., c'est au moins, pour vous donner un ordre d'idée, allez, entre 7 à 10 heures de travail. Voilà, donc Ouais. c'est, Et là, voilà, il y c'est a à la clé quand même pas mal de solutions qui peuvent les réconforter à court, moyen et long terme. C'est quand même, c'est tout à pas très fait. cher payé pour quand même le bénéfice que ces gens-là vont recevoir grâce à ce travail. Très clair, très clair, très clair. Bon, eh bien, c'est terminé pour ce cas pratique. Nous en avons plein d'autres déjà en ligne à écouter sur toutes les plateformes audio. Et nous en avons aussi plein d'autres en cours d'enregistrement. On le fait au fil des cas d'investisseurs qui arrivent chez Bonjour Patrimoine. N'hésitez pas à les écouter et à laisser un like. Et Philippe, je te remercie pour ce témoignage. Tous ces détails sont extrêmement importants, je pense, pour vraiment donner envie et dédramatiser aussi un petit peu la relation qu'on peut avoir avec son argent et surtout avec la création et l'organisation de son patrimoine. Eh ben, merci Justine, et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation? Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial? La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez du bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse. À très vite pour un autre cas pratique.